initiés par la conscience qui les prononce. Éternel combat entre le corps et l'esprit. Éternelle incompréhension entre deux modes de transmission de l'information qui s'excluent souvent mutuellement et se contredisent presque toujours. Je suis absolument d'accord avec vous, renchérit l'hypocrite qui croise résolument sa jambe droite sur la gauche. La position de ses jambes infirme sa pseudo-adhésion. Un discours bien construit crédibilise celui qui sait se servir des mots. Or, nous avons presque tous recours à des vérités de carnaval, sciemment ou non. Il faut bien conserver des rapports civilisés avec les autres. Il existe aussi des mensonges utiles. « Oh, qu'il est beau, votre bébé !» s'exclame la voisine de lit en attente d'accouchement. Le môme est hideux, il a un gros nez qui lui mange le visage, pas un poil sur le caillou, le corps constellé de plaques rougeâtres et un front fiant. Les mots ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils simulent la vérité, dissimulent la réalité. Ils aident le locuteur à reconstruire le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit. Les gestes ne s'embarrassent pas de ce double langage. Ils expriment la vérité ou la réalité que la parole tente d'enjoliver. « Je voudrais bien voir ça », objecte celui qui a l'air d'être le chef de la bande. Et tous de croiser les bras en chœur pour faire barrage à l'autorité du policier qui les interpelle. Il faut savoir que le croisement des bras est un geste barrière qui diminue fortement le niveau d'attention, car il indique un déficit passager de confiance en soi ou d'estime de soi. À l'instar des lieux communs ou des formules stéréotypées, il y a des attitudes gestuelles qu'il vaut mieux éviter de fréquenter, d'autres qu'il est recommandé d'intégrer à son vocabulaire gestuel. Mais est-il possible de prêter une attention soutenue à ces gesticulations expressives qu'il semble impossible d'endiguer et encore moins de contrôler ? Oui et non. Si on peut gommer certains tics gestuels dévalorisants, il est exclu d'envisager une reconversion gestuelle totale sans tenir compte de la qualité de votre discours verbal. Car le geste, après tout, n'est jamais que le décor de la parole ou de l'émanation silencieuse de la pensée. Je relis ma prose sur mon écran en posant mon coude gauche en appui sur le bureau et ma main sur ma bouche. À ce niveau, il s'agit clairement de rassembler les neurones partis à la récré. La main gauche révélera un besoin de faire appel à l'inspiration. La main droite, à la réflexion. Pourquoi met-on généralement sa main devant sa bouche pour lire le texte d'un courrier que l'on vient de taper sur l'écran de son PC ? Parce que l'obturation de la bouche renforce la capacité de concentration ou d'évaluation. Quand je me tais, j'écoute. Le geste aide à simuler le silence mental et conforte forcément l'attention. Quand le cerveau est mis à contribution, la tête s'alourdit et les coudes en appui viennent automatiquement la soutenir dans son effort de concentration ou de réflexion. La capacité de jugement aussi a besoin des coudes pour prendre un recul indispensable. Toutes ces observations sont rudimentaires. Ce qui est étonnant quand on aborde les gestes de cette manière, c'est qu'on réalise très vite que les refrains gestuels que l'on croit détenir en exclusivité appartiennent à tout le monde. Et que la pensée qui produit un réflexe aussi simple que la rupture du contact visuel est suscitée par un sentiment de gêne ou un refus de poursuivre le dialogue, aussi bien chez vous que chez l'autre, sans distinction de sexe, de culture, de religion, etc. Quand Jules a reproduit un doigt d'honneur à l'attention de l'autre automobiliste, il a pris peur en le voyant sortir comme un boulet de canon de son véhicule. Il a compris qu'il s'exposait à des représailles. Craignant une attaque imminente, il a baissé les sourcils pour protéger ses yeux. L'autre était tout rouge de colère. Il gueulait comme un mégaphone. Comme l'évolution rapide de la situation indiquait que son adversaire n'était que légèrement agressif et que le conflit ne semblait pas comporter de risque de dérapage, Jules a haussé les sourcils, très tartarin de Tarascon, pour renvoyer quelques insultes bien frappées à son agresseur. Le haussement des sourcils sacrifie la protection des organes de la vue pour l'avantage tactique que lui procure une meilleure vision de ce qui l'entoure. Mais toute cette scène se déroule avec une rupture permanente du contact visuel entre les protagonistes. Nous fonctionnons tous sur le même voltage, de la pensée au comportement, des conduites aux motivations, des gestes à la parole. C'est la foule de personnes qui crée l'effet de clonage,
comme c'est la multiplication des gestes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.